Alors, je vous propose donc de poursuivre donc avec le regard de deux médecins. Donc, je vais appeler à me rejoindre le docteur Bernard Devalois et le docteur Nathalie Michelot, et qui tous les deux, vont nous dire quel est en fait leur quotidien avec les dispositions qui nous ont été présentées depuis ce matin, dont nous avons beaucoup débattu. Donc, on va commencer par le docteur Bernard Devalois qui va nous présenter l'obstination déraisonnable et la décision collégiale. Alors, en quelques minutes. Ensuite, Madame le docteur Nathalie Michelot nous parlera de la sédation profonde et continue, qui a fait beaucoup débat. Et donc, nous aurons après, bien sûr, l'occasion d'échanger et de leur poser nos questions. Docteur Devalois, je vous passe la parole. Ouais, c'est bon. Bon, ça va. Merci, bonjour à tout le monde. C'est quand même un sacré challenge dans ce temps imparti d'essayer de traiter le sujet. Alors, j'ai fait un choix que vous aurez le droit de me reprocher. Je vais surtout parler de l'obstination déraisonnable et je ne vais pas traiter ou indirectement de la question des procédures collégiales parce que, voilà, on va essayer d'envoyer un certain nombre de messages qui vont être le plus clairs possible. On va essayer de réfléchir ensemble sur, non pas sur le terme d'obstination déraisonnable qui s'est substitué à acharnement thérapeutique, et fort heureusement, on ne va pas faire une analyse sémantique ici, mais le terme obstination déraisonnable est bien plus heureux, pour essayer simplement déjà de voir comment on peut essayer de définir ce qu'est l'obstination déraisonnable. Et si on sort de ces 15 minutes et où vous disiez que c'est compliqué, j'aurais déjà gagné un premier message. 3 pistes possibles. Il y en a d'autres, mais on va s'orienter là-dessus. Effectivement, la loi. Les lois 2005 et dans la foulée, ou presque 2016, en tout cas dans la trajectoire directe, donnent une définition qui est finalement probablement la plus pratique au quotidien. C'est-à-dire que l'obstination déraisonnable, ça désigne des actes qui peuvent être qualifiés d'inutiles, qui peuvent être qualifiés de disproportionnés, ou qui peuvent être qualifiés comme n'ayant pas d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. Et avec ces 3 axes-là dans nos discussions, puisque je vais quand même à chaque fois y référer, non pas de la procédure collégiale, mais du processus collégial, de la discussion collégiale, eh bien voilà les 3 questions sur lesquelles nous avons nous prononcé. Si tel acte de soin est inutile, il est déraisonnable. Si tel acte de soin est disproportionné, il est déraisonnable. S'il n'a pas d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, il est déraisonnable. Donc on voit qu'en fait, c'est probablement l'outil le plus pertinent pour essayer de savoir si on est dans une situation déraisonnable ou pas. Donc le législateur a été tout à fait avisé de définir ça en 2005 et de reprendre ça en 2016. Deuxième élément pour définir ce qui est déraisonnable, j'aurais pu le dire même en premier, mais vous allez voir pourquoi je l'ai mis en second, c'est ce que pense le patient. C'est-à-dire que la loi est très claire, et ça correspond à une éthique qui met en avant un principe, on reviendra peut-être, principe d'autonomie. Finalement, personne n'est mieux placé que le patient lui-même pour savoir ce qui est raisonnable ou déraisonnable pour lui. En tout cas, si on applique le principe d'autonomie, alors le patient peut estimer que telle chose n'est pas raisonnable. Pourquoi je l'ai mis en deuxième? Parce que ça, c'est des choses auxquelles il faut qu'on s'habitue. Ce que nous dit la loi et ce que nous commande l'éthique de bientraitance, c'est de ne pas inverser les choses. C'est-à-dire que d'abord, on doit nous délibérer ensemble pour savoir si c'est raisonnable ou pas. Si c'est déraisonnable, on ne va pas aller demander au patient son avis. On ne doit pas faire quelque chose de déraisonnable. Et si nous considérons que c'est raisonnable, après un processus de délibération collégiale, alors nous allons demander au patient s'il est d'accord. Et là, lui, il peut dire « Non, les gars, c'est déraisonnable ». Donc c'est bien dans ce sens-là qu'il faut monter ou descendre les marches et pas faire comme on le voit trop souvent au nom d'un principe d'autonomie mal compris, que moi j'appelle la fiction d'autonomie, c'est-à-dire « Ah ben le patient il veut, ben on va le faire. C'est déraisonnable, ah oui mais il veut ». Non, d'abord on voit si c'est raisonnable ou pas et ensuite on demande l'avis du patient. Et l'avis du patient s'impose s'il considère que c'est déraisonnable. Il ne s'impose pas s'il veut nous faire faire quelque chose qui serait déraisonnable. C'est le droit du refus du patient qui est institué par la loi et qui est commandé
de mon point de vue en tout cas, par l'éthique de bientraitance. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Et pour mettre en place tout ça, effectivement, le processus délibératif interprofessionnel et pas seulement interdisciplinaire, parce qu'interdisciplinaire, vous le savez bien, on met, je ne sais pas quoi, un neurologue, un paléontologue et un psychiatre et ils sont en interdisciplinarité. Non, il faut qu'il y ait différentes professions. Et je vais beaucoup revenir sur cet aspect des choses. Qui est convoqué au processus délibératif pour savoir si c'est raisonnable ou déraisonnable? Il y a plein de gens qui, au moins 3 catégories, dans leur complexité ensuite, qui sont convoqués dans ce processus et souvent qui vont le faire au nom du malade, pour le bien du malade et parfois, souvent, à la place du malade. Donc, le rôle du malade, il ne faut pas qu'on le masque derrière ces 3 catégories. Première catégorie, c'est, il n'est pas question de faire comme si ce n'était pas le cas, c'est ceux qui décident des actes thérapeutiques, c'est les médecins qui les prescrivent et qui en sont responsables. Par contre, une autre catégorie que je me refuse à mettre sous le terme de soignant, parce que sinon ça voudrait dire que les médecins ne sont pas des soignants, ce qui a tendance à m'énerver un petit peu, donc que j'appelle les professionnels de santé non médecins. Les 2 catégories, médecins et professionnels de santé non médecins, sont dans ce que moi j'appelle les soignants. OK. Et puis, bien sûr, entourage. Et vous noterez que j'ai mis un S. Je n'ai pas mis famille, j'ai mis entourage avec un S. Parce que parfois, c'est bien compliqué, les entourages. Et donc, c'est tous ces gens qui vont avoir, d'une certaine manière, à parler. Alors, attention, à nombreux pièges. Hein, je pourrais discuter sur ce schéma pendant trop longtemps. Mais l'entourage ne peut pas venir se substituer à la place du malade, même s'il y a largement tendance. Hein, quand le malade est en capacité de s'exprimer, c'est lui qui s'exprime, et ce n'est pas son entourage. Là où ça devient compliqué, c'est la place de l'entourage quand le malade est empêché de s'exprimer parce qu'il est dément, parce qu'il est inconscient, parce que, etc., etc., etc. Mais en tout cas, c'est autour des avis sur le caractère raisonnable ou déraisonnable, inutile, disproportionné, n'ont d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, de ces 3 grandes catégories et dans leur complexité, que va se gérer la discussion. Et que donc, on va éventuellement voir apparaître des dissensus, des désaccords. Il n'y a pas d'obstinomètre. Il n'y a pas un outil qui nous permette de mesurer le degré d'obstination déraisonnable. Donc finalement, comment est-ce qu'on peut détecter l'obstination déraisonnable? Pas facile. La délibération pluriprofessionnelle, OK, et donc repérer le dissensus. Le dissensus, donc le désaccord entre un des 3 éléments que je pointais tout à l'heure, est probablement un outil assez spécifique de l'obstination déraisonnable. C'est-à-dire que quand il y a un dissensus, il y a vraisemblablement une situation déraisonnable. Par contre, pour utiliser des termes statistiques, c'est très peu sensible parce qu'il y a bien des situations dans lesquelles on a une situation déraisonnable, mais il n'y a pas de dissensus. Et c'est probablement, si vous me passez l'expression, la kélos. Donc, c'est autour de ce repérage du dissensus que les choses se font. Un dernier point qui est indiqué ici, j'y reviendrai tout à l'heure dans mes conclusions. Je crois et je plaide depuis très longtemps, depuis au moins 2011, sur le fait que probablement, mais il y aurait des études à faire là-dessus, ce que j'appelle le binôme infirmière-aide-soignante est probablement le meilleur outil de mesure de l'obstination déraisonnable. Et c'est pourquoi, j'y reviendrai dans les conclusions, je plaide pour que ce binôme infirmière-aide-soignante, on lui reconnaisse, y compris dans les décrets de compétences, le rôle de ce que j'appelle vigie de l'obstination déraisonnable, parce que ce sont nos collègues infirmières et aides-soignantes qui sont les plus pertinentes pour dire « Eh les gars, là, vous déconnez ». Et je crois qu'il faut que ce soit clairement inscrit, en tout cas dans nos pratiques, et pourquoi pas dans les textes officiels. Au final, on pourrait dire, alors je me suis aperçu en relisant mon topo ce matin que j'étais très titanique aujourd'hui, que l'obstination déraisonnable pourrait être apparentée à un iceberg, avec la partie émergée qui finalement pas la plus émergée, hein, qui n'est pas forcément la plus importante, et puis une immense partie immergée
Et donc la partie émergée, c'est les conflits médiatiques. Ce qu'on va entendre à BFM TV, etc., etc. On en entend régulièrement. Je veux juste attirer votre attention sur le fait qu'il y a eu une espèce d'inversion de paradigme et que jusqu'à il y a une dizaine d'années, les situations médiatiques étaient celles où il y avait les affreux méchants docteurs qui s'obstinaient et les gentilles familles qui voulaient sortir le pauvre malade des griffes des méchants docteurs. Et depuis 10 ans, c'est le contraire. Et toutes les affaires encore récentes, on peut citer Marseille, etc., etc., la petite Marois, enfin bon, voilà, c'est des situations où les méchants docteurs veulent arrêter et les gentilles familles voudraient que ça continue. Ça, c'est la scène médiatique. Rien ne prouve, et même tout semble indiquer, que le prisme médiatique est fidèle. On pourra y revenir si vous le souhaitez. Deuxième niveau de situation, c'est des situations qui sont conflictuelles où apparaît un dissensus. Pour avoir travaillé en 2011 pas mal sur ça, on s'aperçoit en fait qu'il y a d'abord très peu de marqueurs de ça. C'est bien dommage. Mais probablement, ni le reflet médiatique, ni les situations conflictuelles ne sont réellement un reflet de l'horreur de l'obstination déraisonnable quotidienne, pour lequel il y a une espèce de consensus mou, où tout le monde est d'accord pour continuer à faire de l'acharnement thérapeutique, pour le dire autrement. Voilà, donc rappelons-nous de cette idée que la partie émergée ne reflète très probablement pas la réalité quotidienne de l'obstination déraisonnable en France. Très rapidement, réflexion sur pourquoi il ne faut pas faire l'obstination déraisonnable. D'abord parce que ça pose des problèmes éthiques. Bien entendu, ça ne respecte pas le principe de bientraitance. On ne traite pas bien, on n'est pas sur le juste soin, le soin proportionné quand on fait de l'acharnement thérapeutique. Mais en plus, parfois, et même souvent, l'obstination déraisonnable est maltraitante, donc ne respecte pas un des principes de l'éthique principielle qui est la non-maltraitance, qui est différent du principe de bientraitance, vous le savez. Donc non seulement on n'est pas bientraitant, mais en plus on est maltraitant quand on fait de l'acharnement. Il y a des problèmes économiques évidents. Pour le coup, je reste dans le Titanic. Si on considère que les comptes de la Sécu, c'est le Titanic, l'iceberg de l'obstination déraisonnable est probablement, en part non négligeable, responsable de coûts qui sont indus, et que si on s'attaquait à l'obstination déraisonnable, le retour sur investissement, si vous me passez ce jargon, serait probablement très, très intéressant. Ça coûterait beaucoup, beaucoup moins cher de faire des économies sur l'acharnement thérapeutique que de faire des économies sur supprimer des postes d'aide-soignante dans les unités de soins palliatifs. Je prends un exemple au hasard, c'est ce qu'on vient de faire dans mon service. Troisième problème, qui n'est pas neutre, c'est le problème juridique. Je rappelle que depuis 2005, l'obstination déraisonnable est illégale. C'est-à-dire que des professionnels de santé vont pouvoir et commencent à être attaqués en justice et condamnés parce qu'ils font de l'acharnement thérapeutique. Donc, c'est aussi une raison, c'est un peu l'heuristique de la peur, mais oui, il faut que nous fassions passer à nos collègues l'idée qu'aujourd'hui, faire de l'acharnement thérapeutique, c'est aussi prendre un risque juridique. Pour finir vers des conclusions, quelques pistes de réflexion pour prévenir l'obstination déraisonnable. Il n'y a pas de choses extraordinaires. Écouter le malade, ça reste pas seulement pour prévenir l'obstination déraisonnable, mais c'est extrêmement important. Et donc, aborder ces questions sur qu'est-ce qu'il veut pas, etc., etc., bien sûr, autour des directives anticipées, bien sûr, sur l'engagement qu'on va tenir aux patients de dire « nous respecterons vos volontés ». Lorsqu'il écrit des directives anticipées, on n'a plus le choix, c'est l'obligation de respecter le caractère contraignant des directives anticipées. Un point sur lequel nous avons des progrès à faire, c'est de bien expliquer aux malades que quand ils désignent une personne de confiance, parce que la loi de 2016 là-dessus a vraiment éclairci les choses par rapport à 2005, le rôle de la personne de confiance n'est
surtout pas de décider à la place de la personne qui l'a désigné, mais de témoigner de ses volontés. Or, si la personne qui l'a désigné ne lui a pas donné ses volontés, à quoi ça sert à personne de confiance? Donc c'est vraiment très important qu'on explique aux patients que le but du jeu n'est pas de désigner une personne de confiance, le but du jeu est de dire à la personne de confiance qu'est-ce qu'on veut qu'elle dise quand elle sera sollicitée. Dernière piste, dernière diapo sur les pistes possibles, c'est, j'arrive même plus à me relire, la notion oui, la notion, mais ça je l'ai déjà dit un petit peu, cette importance du processus délibératif interprofessionnel. Et notamment, vraiment, je réinsiste sur cette reconnaissance, en attendant qu'elle soit réglementaire, au moins dans nos pratiques quotidiennes, du signal d'alarme. Et donc là, me revoici avec la vigie, vous savez, qui repère dans le Titanic l'iceberg de l'obstination déraisonnable. Voilà, et qui peuvent vraiment jouer ce rôle d'alarme. Encore une fois, c'est probablement l'indicateur le plus pertinent pour repérer l'acharnement thérapeutique. Et puis, dernier point qui m'est cher, mais où il y aurait un gros travail à faire, c'est la mise en place en France d'indicateurs qu'on pourrait suivre, de tableaux de bord, où tous les ans, on pourrait savoir si réellement, par exemple, les dispositifs légaux et réglementaires diminue l'acharnement thérapeutique, l'obstination déraisonnable ou pas. Aujourd'hui, il n'existe aucun indicateur et simplement, donc, on ne recueille aucun paramètre qui nous permette de faire une évaluation sérieuse de la situation de l'acharnement thérapeutique en France. Et malheureusement, encore une fois, on est obligé de regarder la partie émergée, ce qui se passe dans les médias. Pour ceux qui s'intéressent d'aller plus loin, non pas plus loin en général, mais plus loin dans ce que j'aurais pu dire et que je n'ai pas eu le temps de dire, évidemment, j'avais écrit en 2011 dans le rapport de l'Observatoire national tout un rapport autour de ces questions. Il est disponible en ligne. Vous y retrouvez beaucoup de choses que je vous ai dit là et bien d'autres, évidemment, parce qu'il y a une trentaine de pages. Et puis également, dans mon bouquin, vous retrouverez des pistes de réflexion complémentaires. Encore une fois, pas de réponse, mais juste des questions que j'espère avoir suscitées chez vous. Merci. Merci. Merci beaucoup, docteur Devallois. Je vous invite donc peut-être à prendre place à mes côtés.